Fin de ce documentaire d'Arthur Bornis Desbordes qui nous a fait découvrir ceux et celles qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux désobéissants. Rebonsoir et bienvenue à tous dans Droit de Suite où l'on se demande ce soir quoi penser de ces personnes, ces collectifs qui choisissent délibérément la désobéissance civile pour mieux faire entendre leurs revendications dans notre société. Héros ou hors-la-loi, pour tenter d'y répondre. À mes côtés, quatre invités. Tout d'abord Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Yvelines, vice-président de la commission des lois ici à l'Assemblée nationale, mais aussi président du Parti chrétien-démocrate créé par Christine Boutin. À vos côtés, Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit constitutionnel. Yann Galu est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Cher et vous vous intéressez de près à cette désobéissance civile et ses conséquences. Et puis, à vos côtés, Xavier Renoux, bonsoir. Vous êtes le cofondateur du collectif Les Désobéissants. Vous étiez présent dans le documentaire que nous venons de voir à l'instant, on y reviendra. Et vous avez publié aux éditions Le Passager clandestin ce livre, Désobéir, le petit manuel. Je reste avec vous un instant. Au tout début de ce documentaire, on voit passer les photos de Martin Luther King, de Gandhi. Est-ce que vous êtes un héritier de ces héros de la résistance passive, de la désobéissance civile, ou alors est-ce que vous avez d'autres points de repère que cela? Je crois que les noms que vous avez, enfin les figures que vous avez citées sont des personnages devenus historiques, mais qui étaient à la base de simples citoyens qui, face à des injustices absolument insupportables, ont décidé de ne plus coopérer, de ne plus se rendre les complices de ces injustices et donc de désobéir. Dans ce cadre-là, oui, je suis un modeste héritier, comme des milliers d'autres, bien sûr, des millions d'autres, si l'on élargit le cadre, de ces gestes-là fondateurs de notre démocratie moderne aussi. Je vais venir vers vous, si vous en êtes d'accord, Jean-Frédéric Poisson et Yann Galu, pour entamer cette discussion, ce droit de suite. Mais avant, je vous propose de revoir, réécouter un extrait du documentaire que nous venons de voir il y a un instant. C'est une discussion entre occupants du site de Notre-Dame-les-Landes qui s'adresse à vous, élus de la République. Les élus ne sont jamais représentants du peuple. Ils sortent tous des mêmes grandes écoles, ils ont tous les mêmes intérêts, les mêmes enjeux, ils proposent tous la même politique, à savoir la croissance, tout ça. C'est pas juste sur l'aéroport qu'on se bat, quoi. C'est tout un mode de fonctionnement qu'il y a à revoir, je pense. Enfin, qu'on essaye de revoir, en tout cas. Voilà, parmi leurs motivations, ils nous disent dans ce documentaire, on n'est pas représenté finalement. Les élus ne sont pas nos représentants. Yann Galu, quand vous entendez ça, vous avez envie de répondre quoi? J'ai envie de répondre que c'est une critique qui peut être recevable. C'est vrai que les élus se ressemblent beaucoup. On est souvent, oui, issus des mêmes écoles ou issus des mêmes professions et on est souvent aussi issus de la même origine. Et donc, c'est un argument que nous devons entendre. Après, pour changer le système, pour faire évoluer les choses, ça prend du temps, il faut en débattre, il faut en discuter, il faut poser ces débats-là. Moi, je suis très marqué du fait qu'aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a 45-50% des gens que je croise qui ne votent pas ou qui n'ont pas voté pour l'élection pour laquelle, normalement, je les représente. Ouais. Et puis, il y en a sur le reste qui ont voté pour moi, il y en a combien qui savent ce que je fais véritablement, qui peuvent dialoguer avec moi, qui peuvent aussi se prononcer sur les projets que je défends ou que je combats à l'Assemblée nationale. Donc, il faut... le vrai problème que nous avons, c'est qu'on peut entendre ce genre de critiques. Qu'est-ce qu'on met en face, qu'est-ce qu'on oppose en face? Moi, je crois que c'est une question essentielle qu'il faut aussi poser à ces militants. Il y a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup apprécié ce documentaire parce qu'il pose toute une série de questions. Et je n'ai pas obligatoirement la réponse parce qu'il y a il aborde ce documentaire différents stades d'interpellation. Entre, par exemple, je dirais, les zadistes, entre ceux qui contestent la loi sur l'avortement, entre ce qu'on a appelé les veilleurs. Voilà.
entre d'autres qui contestent un projet. Eh bien, ça nous interpelle, nous élus, et moi, à ce stade-là, je n'ai pas la réponse. Jean-Frédéric Poisson, quand on vous dit que vous ne représentez pas dignement les personnes qu'on a vues là dans ce documentaire, alors c'est pas forcément votre famille politique d'ailleurs. Non, mais l'adverbe n'y est pas dans le propos de Rosemont d'ailleurs. Je vous l'accorde. Je suis toujours un peu gêné par les discours qui sont globalisants. Je fais partie de ces élus qui sont de droite, assumés. Je ne sors pas d'une grande école, je ne sors pas d'une famille riche, je n'ai pas ce passé-là. Oui. Nous sommes nombreux dans nos familles politiques à être comme moi, et il n'y a pas non plus forcément de stéréotypes dans le camp d'en face. Pardon Yann de parler comme ça. Premièrement, donc je méfie tout ce qui peut avoir tendance à uniformiser un peu les choses. L'uniformité m'ennuie au fond, je n'aime pas bien ça. Deuxièmement, c'est une vraie question, et je rejoins ce que disait Yann Gallu à l'instant. C'est très interrogeant, bien sûr. Ce qui m'a poursuivi un peu pendant tout le documentaire, c'était la question de savoir, mais à partir de quand est-ce qu'on ne se sent plus représenté ? Je connais des gens qui se sentent représentés quand on les considère ou qu'on les écoute. Même s'il est notoire que leurs préoccupations ne sont pas les mêmes que les nôtres, ou qui ne sont pas du même bord politique que le nôtre. Pardon de parler comme ça, j'ai pas d'autres mots sous la main pour l'instant. J'en connais d'autres qui ne se sentent pas représentés à partir du moment où on n'est plus d'accord avec eux. Et j'en connais des troisièmes qui ne se sentent pas représentés parce que le projet de société qu'ils défendent est radicalement différent de tout ce qui pourrait représenter au système, je mets des guillemets là aussi, dans lequel nous sommes. Oui. Et dans ces différents degrés, je suis désolé de dire que nous sommes dans une démocratie représentative, même si elle n'est pas parfaite. Bien entendu, l'abstention, le poids du système, les connivences, ça a été dénoncé plusieurs fois dans le reportage, ça existe, mais je veux dire ici, et je le répéterai certainement dans l'émission, la connivence, le poids des lobbies, ça n'est pas l'expérience quotidienne que j'ai de mon métier de député. Je pense que pour Yann Gallu, c'est la même chose. Nous sommes très nombreux à être absolument insensibles à ce genre de choses. Et ce qui est au fond regrettable, c'est que le dialogue direct avec les personnes qu'on voit dans le reportage, je pense aux zadistes en particulier, est difficile parce qu'il y a un moment où on ne parle pas du même monde en réalité ou de la même chose. Et c'est très très difficile d'échanger avec... Et on va rappeler qu'à Notre-Dame-les-Landes, toutes les collectivités locales concernées par le projet ont donné un feu vert. Il y a bien une... la représentativité locale s'est exprimée. Il y a eu un vote aux collectivités locales qui étaient censées avoir à s'exprimer sur le sujet. Je peux ajouter. Et ça, c'est important par rapport pour illustrer peut-être ce que vous venez de dire. Puis ensuite, on va aller voir Anne Levade. Et puis, juste un mot. Demander l'avis du désobéissant de Il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte. C'est que nous oublions, parce que nous sommes dans une mécanique très gestionnaire au fond de l'action politique, nous oublions qu'il y a un certain nombre de personnes, quel que soit leur bord ou leur camp, ou leur conviction, qui considèrent qu'il y a des principes qui surpassent absolument tous les ordres dans lesquels nous sommes amenés, nous, à essayer de gérer la cité. Est-ce qu'ils sont légitimes, est-ce qu'ils ne sont pas légitimes ? C'est une question qui n'est pas le débat d'aujourd'hui. Cela étant, je comprends, moi, cette mécanique, au nom de laquelle, au fond, on dit « ma vision du monde, elle est bonne », pas parce que c'est la mienne, mais parce que on considère qu'elle est élargie, qu'elle est universalisante, tout ça. Au nom de ça, je suis légitime à m'opposer au système. Après, la limite, c'est la question de la violence. Alors, on a envie de... Là, il y a un problème. C'est important ce que vous dites, on a envie de vous entendre sur le sujet de la représentativité, Anne Levade. Est-ce qu'on est face à un problème de représentativité face à ces désobéissants ? Alors, je ne sais pas si on est face à un problème de représentativité. On est face à une crise, j'allais dire, générale, parce que ça ne concerne pas que la France, du modèle de la démocratie représentative. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on entend beaucoup deux types de réactions. D'abord, il faut rappeler que le modèle de la démocratie représentative, il est considéré comme n'étant pas un modèle idéal, mais comme le moins mauvais au sens où il est le plus praticable. Parce que si l'on veut une démocratie et qu'elle n'est pas représentative, elle est directe. Et on sait très bien que les expériences de démocratie directe où chaque citoyen est consulté, dans la mesure où on ne peut pas être chacun en permanence parlementaire en train de débattre de la loi, est très souvent une fiction. Et soit on a des fonctionnaires qui administrent et puis une grand-messe annuelle où on vient valider tout ça, soit on a de toute façon à un moment donné des gens qui s'y intéressent plus que d'autres. Donc ce modèle-là est, qu'on l'apprécie ou pas, celui qui fonctionne le moins mal. Voilà. Il est évidemment bâti sur une fiction, c'est-à-dire cette fiction, c'est l'idée que ceux que nous élisons avec un mandat représentatif, c'est-à-dire que pendant une durée déterminée, fixée à l'avance, ils ont carte blanche pour agir en notre nom et dans l'intérêt général. Par définition, cette fiction,
si elle est remise en cause, fait tomber l'ensemble du système. Et c'est vrai que, du coup, ça pose plusieurs questions. Il y a le choix des options politiques. On entendait là dans le reportage, et en particulier dans l'extrait que vous avez passé, Oui. je suis contre le modèle de la croissance, etc. Ça, c'est une question de choix politique. Que la démocratie soit représentative ou directe, c'est un autre sujet. Il y a la question très actuelle, j'allais dire, parce qu'elle a émergé il y a peu de temps, de la représentativité analysée à l'aune de la ressemblance. Est-ce que le représentant doit ressembler à celui qu'il représente? Est-ce qu'une femme est mieux représentée par une femme? Est-ce que quand on a 30 ans, on est mieux représenté par quelqu'un de 30 ans? Je dis tout de suite, moi, à titre convaincu, j'en suis pas convaincu. À titre personnel, j'en suis pas Ouais. convaincu. Mais la Peut-être parce qu'en question tant que juriste, j'ai tellement baigné se dans pose cette idée davantage de la aujourd'hui fiction. qu'hier, semble-t-il. Voilà, ça Ouais. c'est une question qui est réelle. Et puis ensuite, il y a encore une autre question qui se pose en droit et qu'on entend de temps en temps dans le cadre de propositions, de grands soirs institutionnels, qui est l'idée de pouvoir révoquer l'élu. C'est-à-dire finalement au moment où il ne donnerait plus satisfaction, donc on lui fait crédit un certain temps, on ne sait pas lequel, de pouvoir remettre en cause le mandat. Sauf qu'en réalité, c'est la négation même, ce principe de révocation, du mandat. La contrepartie, parfois, c'est de réduire la durée du mandat en disant bah, si ça dure moins longtemps, il n'y a plus besoin de révoquer parce qu'il y aura moins de temps pour qu'il y ait en quelque sorte un décalage entre les électeurs et les élus. Et forcément aussi, le problème, c'est que plus on raccourcit le mandat, moins on a de temps. Et derrière tout ça, il y a évidemment un phénomène qu'on constate dans toutes les démocraties, qui est l'abstention. Donc, c'est vrai que le juriste n'a pas les réponses à tout, il a les explications sur ce qu'est la logique du système initial. Et je crois qu'il y a effectivement une grande différence entre les choix politiques et la contestation même de ce principe qui est celui du mandat représentatif. Xavier Renou, est-ce que la motivation pour monter cette association des désobéissants, je crois qu'il y a 4000 personnes dans cette association qui adhèrent, donc c'est justement de compenser un manque de représentativité, de représentation, pardon, par ce que sont nos élus aujourd'hui. On en a 2 représentants sur ce plateau. Oui, de manière évidente, et je voudrais réagir Oui, à ce qui vient d'être De manière dit. évidente. Monsieur Poisson ne s'est pas aperçu que sur 60% de Français qui sont employés ou ouvriers, pratiquement aucune de ces professions n'était représentée au niveau du Parlement, et sans parler des différents gouvernements, ne s'est pas non plus aperçu que les hommes étaient extrêmement dominants dans la vie politique française à partir d'un certain niveau, et particulièrement dans son parti, que les Blancs étaient massivement ou quasi exclusivement représentés au niveau des élus, alors qu'une partie significative de 10, 20, 30, 40%, on ne sait pas, de la population n'est pas directement issue de la France, a des origines issus de l'immigration. voilà, est issu d'immigration et donc n'est pas forcément directement représentée. Ouais. Que moi je voudrais Donc, distinguer c'est surtout pour pallier ce entre manque de les élus. représentation, vous êtes engagé, vous, à titre personnel, dans cette action, que vous engagez derrière vous 4000 personnes? Oui, je voudrais souligner qu'il y a élus et élus, ça c'est sûr. À Notre-Dame-des-Landes, les élus locaux se sont prononcés massivement contre l'aéroport. Tandis que dès que l'on va à un certain niveau de Mais toutes représentation, les collectivités, plutôt que de encore une fois, se représentativité, sont prononcées pour. oui, qui parce que étaient directement la vie impliquées dans le politique projet. est faite de sorte qu'il y a un véritable mécanisme de sélection qui n'est pas que fonction des urnes, mais de paris financiers sur des candidats qui sont presque des chevaux de course, sélectionnés par des partis politiques financés certes en partie par la richesse nationale depuis quelques années, mais aussi par bien d'autres voies comme la France-Afrique. Un certain nombre de dirigeants néocoloniaux qui nous financent, etc., des affaires en très grand nombre. Et ça, bien sûr, quand vous êtes un simple citoyen qui désireux de devenir un élu local pour défendre le bien commun, eh bien, vous n'y aurez pas accès sans être adoubé par 2 ou 3 partis politiques dont les amis financent aussi la vie médiatique. Vous ne passerez pas aux 20h ou une fois, un mois avant l'élection, mais pas tous les jours régulièrement pour que votre discours s'imprègne et votre notoriété se construise. Bref, vous n'avez aucune chance Alors, d'arriver Yann au Gallu, sommet. On parle d'oligarchie, Très envie de vous d'État répondre profond. directement. Vous êtes l'un à côté de l'autre, mais allez-y. Non, mais moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de voir qu'il y a quand même une certaine déconnexion entre nos électeurs et nous-mêmes. Moi, je vous dis, je suis de gauche. On a un vrai débat en ce moment au Parti socialiste sur les 35 heures. Vous avez vu que M. Macron a critiqué ouvertement les 35 heures, même si M. Valls a sifflé à la fin de la récréation. Il y a eu un sondage là dans Libération de mercredi dernier où on voit que massivement les ouvriers, les salariés, le peuple de gauche et une légère majorité de Français sont pour
respecter et tenir sur les 35 heures, alors qu'on a une petite musique dans une grande partie de la gauche, au sein de mon parti aussi, socialiste aussi, que ce n'est plus moderne et qu'il faut les faire évoluer. Et c'est cette déconnexion que moi je ressens sur le terrain entre ce que j'ai l'impression que me disent, si vous voulez, mes électeurs, et ce que font peut-être, j'irai peut-être plus loin, une partie du gouvernement ou les grands électeurs. Parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, et ce n'est pas une injure de dire que, je le pense, nous sommes des parlementaires de terrain ou des parlementaires entre guillemets, en ce qui me concerne de base, eh bien, on ne se retrouve plus obligatoirement dans certains discours qui sont portés par nos propres chefs de la majorité, et on a l'impression qu'on n'a pas le débat. On revient à quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, on en pense ce qu'on veut, mais l'histoire du 49-3, du fait que le gouvernement impose à sa majorité de gauche le fait de passer en force. Eh bien, pour moi, Adopter un texte. je le dis. Je l'ai dit, pour moi, j'ai été extrêmement choqué sur la méthode. Donc, quelque part, je ne dis pas que j'approuve du tout les zadistes, parce que il peut y avoir aussi des choses qui peuvent me choquer. Et je vous rejoins sur un point, cher Jean-Frédéric, pour moi, la ligne rouge, c'est la violence. Ouais. Mais avant, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à ce que certains citoyens nous disent. Vous voyez, je vais vous donner un dernier exemple, parce que je ne veux pas... À ce jour, sur la ZAD, les morts sont du côté des zadistes. Hein. C'est La pas ligne une rouge, faille. c'est la violence, vient de dire Yann Gallou. Vous êtes Oui, la d'accord violence avec ça policière. Vous n'avez La jamais officié avec des méthodes de violence. Moi, je vais vous dire... Non, bien sûr. Et nous n'avons pas tué Rémi Fraisse. Rémi Fraisse est un zadiste et c'est la police qui l'a tué. En toute impunité, d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça, vous le savez, c'est plus compliqué que ça. Ah ben, il est mort. Mais moi, j'étais très attentif au Roundup, par exemple. Parce que quand j'ai vu Alors, votre Roundup, c'était reportage... Xavier Renou. Voilà. Dans un quand magasin de quand bricolage, j'ai vu le reportage, action eh bien, commando avec quelques-uns de vos partisans. je me suis rappelé, de vos adhérents. Commando Voilà. citoyenne. je me suis dit, moi, en tant qu'élu, le Roundup, ah bah oui, bien sûr. Et dans ma tête, j'avais cru comprendre que c'était presque fini, ou que c'était fini, parce qu'il y a eu des déclarations ministérielles il y a quelques mois, je crois, je parle Des sous effets votre contrôle, d'annonce, oui. des effets d'annonce, oui, c'est le cas, sur le fait qu'on allait retirer le Roundup. J'ai même reçu, moi, un argumentaire sur le Roundup, comme quoi ça allait être retiré. Et le reportage et votre action m'a fait dire, en fait, ça n'a pas été retiré. Donc, D'accord. où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, je vous propose d'avancer un tout petit peu dans ce débat. On va réécouter aussi un autre extrait de ce documentaire. C'est Noël Mamère. On le réécoute. Désobéissance confidentielle, ça ne sert à rien. Donc je crois qu'il faut que les choses soient bien claires. Il faut que ça tombe tout de suite dans l'espace public. Ça agit sur l'opinion et l'opinion, elle peut agir sur les politiques. Donc à un moment donné, ça les fait bouger. Mais ça peut durer très longtemps. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous êtes d'accord sur le processus? C'est-à-dire que on alerte, on a une chance de toucher l'opinion publique, et ensuite, on a une chance de toucher l'homme ou la femme politique. Je crois. Il y a quelque chose de curieux dans ce que dit notre collègue Noël Mamère, c'est que il assume lui-même le fait que ça prenne du temps. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je fais confiance dans les institutions de notre pays, même si elles ne sont pas parfaites. Je crois dans le débat démocratique. J'ai vérifié, et c'est pas notre premier mandat, ni à Yann Gallou ni à moi, que il y a des situations dans lesquelles, à force de ténacité, de travail, de force de conviction, on arrive à faire bouger des lignes, même dans son propre camp, ça peut arriver, et même parfois dans le camp d'en face. Donc, il ne faut pas désespérer de la capacité. Mais ça peut peut-être aller un peu plus vite avec non. quelques coups d'éclat bien médiatisés. Dieu Attendez, sait si le médiatique ça, a de c'est autre l'importance chose. dans notre Le société coup aujourd'hui. d'éclat- Et là, le politique se dit oula, attention, faut que je m'approprie ce sujet, il faut que je le traite parce que sinon, Non, ça enfin, peut, Dieu merci. il peut y avoir un problème, non? Dieu merci, il y a quelques élus dans notre pays et dans d'autres pays d'ailleurs qui sont capables d'anticiper un petit peu sur les évolutions de la société et qui traitent au quotidien le besoin des populations. En tout cas, j'ai la faiblesse de le croire. Pas des migrants en tout cas, je parce m'y que là, emploie. sur l'anticipation, c'est zéro. Je m'y emploie comme un certain nombre de mes autres collègues. Je ne donne pas de crédit à cette idée selon laquelle il faudrait que je sois tout à la fois pour représenter tous ceux qui m'élisent. C'est-à-dire qu'il faudrait que je sois à la fois une femme, un homme, noir et blanc, petit et gros, manchot avec mes deux bras, etc. Enfin, il y a un moment où il y a une partie de ce discours-là qui m'ennuie, qui part du principe que, c'est ce que développait Madame Levat tout à l'heure, qui part du principe que c'est une logique de communauté qui doit s'imposer à la représentativité politique. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers et d'employés dans l'Assemblée nationale. C'est vrai, j'observe que depuis le changement de majorité en 2012, il y en a beaucoup plus, même s'ils sont beaucoup issus de la fonction publique territoriale en réalité. Yael le sait bien, parce qu'il y en a beaucoup dans les groupes de gauche actuellement. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on n'est pas soi-même d'une catégorie socio-professionnelle qu'on est incapable d'entendre
de traiter, de répondre aux attentes qui sont exprimées par les personnes qui... Pardonnez-moi, Jean-Frédéric Poisson, mais quand on voit les commandos IVG là, dans ce documentaire, est-ce qu'il y en a qui viennent frapper à votre porte au parti du chrétien démocrate, qui vous disent là, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose parce qu'on a envie de faire avancer cette cause? Autant que je sache, ils sont très atténués ou sinon disparus depuis maintenant quelques années, premièrement. Deuxièmement, tout le monde connaît mes positions sur ces questions. Elles sont, je ne les cache pas, je les assume. J'ai quant à moi la méthode qui est celle d'un parlementaire, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, je dépose un amendement, je prends la parole dans l'hémicycle, j'essaye de convaincre mes interlocuteurs. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis. Après, je redis que, et je veux préciser un petit peu ce point, c'est la question de la violence qui est posée. Mais une fois qu'on a dit violence, on ne parle pas simplement de taper sur les gens. Est-ce que l'atteinte à la propriété privée, qui, je le rappelle, d'après la Déclaration des droits de l'homme, est un droit inviolable et sacré? C'est pas moi qui le dis, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Est-ce que l'atteinte à la propriété constitue une forme de violence ou pas? Est-ce que la contrainte du corps ou de la liberté de circuler est une forme de violence ou pas? Donc hors la loi, finalement. S'il y a des moments où c'est hors la loi. Et par ailleurs, je veux dire la désobéissance civile, on se met hors la loi d'une certaine manière. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand on va à des extrémités comme ceux qu'on a vus à Sivins, c'est... Monsieur Renoux n'a pas raison de dire que seuls les policiers ont été violents. J'ai entendu, j'étais à la commission des lois le jour où l'inspecteur général de la gendarmerie a rendu son rapport avec des photos de pièges qui étaient destinés à blesser gravement les gendarmes, avec des cocktails Molotov dans lesquels on met du sucre pour que ça leur colle sur l'uniforme, que ça les brûle. Tout ça existe, ça s'est produit. Il y a 2 journalistes de vos collègues BFM TV et M6 qui se sont fait casser la figure dans le silence d'ailleurs général de la presse, qui m'a beaucoup surpris. Sur cette bon. Et puis il y avait des personnes dont c'était le terrain et la propriété sur place qui n'ont pas pu rentrer chez eux, qui n'ont pas pu travailler correctement. Donc je dis, quand on en arrive là, je comprends le combat, je peux comprendre les motivations, je respecte les convictions de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de barrage à cet endroit, même si je n'ai pas d'éléments pour juger de la pertinence ou pas de ce dispositif. Mais il y a un moment où là, on franchit largement la limite. Anne Levade, sur ce processus d'alerte du politique via des actions chocs, telles qu'on a pu voir dans ce documentaire, telles que Xavier Renoux doit en mener quotidiennement ou presque, en tout cas de manière régulière. Est-ce que c'est la bonne manière de faire malgré tout? Est-ce que le processus est bien celui-là, et que le politique, au bout du bout, est en position, doit réagir, doit avoir... Je vais revenir à des principes qui sont en lien avec la démocratie. Alors du coup, ça va vous sembler peut-être un peu décevant comme réponse, mais il y a un mot qui m'a frappé dans ce que disait Noël Mamère, c'est qu'il disait « ça n'a pas de sens si c'est confidentiel ». Et moi, j'ajouterais « ça n'a pas de sens si c'est confidentiel et que ça demeure minoritaire ». Parce que la démocratie, c'est par principe un système dans lequel on débat. Et si on débat, ça veut dire qu'on a des opinions contradictoires. Après, nécessairement, quand il y a des opinions contradictoires, jamais personne ne peut avoir pleine satisfaction, sauf que, à un moment donné, et c'est toute la logique d'un système démocratique, on espère que se dégage l'intérêt général, qui ne veut pas dire que c'est l'intérêt qui, ab initio, se serait dégagé, simplement c'est celui auquel on aboutit au terme d'un débat. Ce type de mouvement, je pense, a effectivement un sens. Le problème, c'est qu'on ne peut le mesurer qu'a posteriori. Lorsque, minoritaire nécessairement au départ, parce que révélateur de quelque chose qui déclenche une sensibilité plus importante chez certains, il va effectivement, à un moment donné... Alors moi, j'aime pas bien la formule d'opinion publique, parce que je ne sais pas jamais bien comment on l'évalue. Est-ce qu'il faut se fier à des sondages? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand à un moment donné, de manière majoritaire... Une caisse de résonance. Qu'il y a un basculement, tout simplement, dans la position sur un sujet, effectivement, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et très logiquement, ça peut aboutir effectivement à une réforme législative. Après, la très grande difficulté, c'est que je pense que certains de ceux qui font ce type de mouvement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, peuvent faire le choix délibéré de demeurer hors du système. C'est-à-dire ne pas nécessairement avoir comme objectif d'aboutir à une réforme législative qui nécessairement va passer par un processus qu'on connaît et qui a ses travers et ses avantages de débat, d'évolution du texte, etc. Et donc là, on en revient à ce que, à mon avis, chez les désobéissants, il y a différentes
manières de désobéir et surtout différents objectifs qui peuvent être poursuivis par ceux qui le font. Alors, Mais ce qui est certain, c'est que quand on et parle ensuite, Yann Galu. d'atteinte à la propriété privée, quand on vote des politiques qui privent des millions de Français de toute propriété, en les expulsant de leur logement, en les privant du droit au crédit, en les privant de simplement un emploi et un niveau de vie décent, bien sûr qu'on est dans une très grande violence. Quand la police peut tuer régulièrement dans les quartiers populaires, en toute impunité, bien sûr qu'on est aussi dans des pratiques hors la loi, mais qui sont sanctionnées au sens d'approuver, de laisser faire. C'est Amnesty International qui le disait en 2009. 3000 policiers poursuivis pour des faits de violence, 3 condamnés. Je veux bien qu'ils ne soient peut-être pas les 3000 coupables, mais peut-être pas seulement 3 non plus. On est dans des niveaux de réalité dont les zadistes et les autres désobéissants ne veulent plus. Les élus sont élus avec 10 à 15% Mais enfin, est-ce de que la vous êtes d'accord pour dire que vous avez intérêt à faire des coups Bien sûr qu'on a dans le intérêt à documentaire, créer vous en avez fait d'autres. Il faut alerter l'opinion Le et non-dit. ensuite, voilà, Le et vous non-dit. dites peut-être ça va bouger les choses, ou alors vous faites un coup, passez à autre Le chose. non-dit dans ce débat avez sur une- la c'est quoi la démocratie, finalité? c'est la logique du rapport de force. Effectivement, les partis politiques ne représentent pas l'intérêt général, c'est M. Poisson qui le disait, mais plutôt des communautés, des classes J'ai pas dit sociales, ça, des mais intérêts c'est regroupés, coalisés. Vous avez dit que vous ne pouviez pas représenter tout le monde, et on ne devient j'ai pas dit l'inverse, miraculeusement, j'ai dit l'inverse, lorsqu'on j'ai dit est élu, Hmm. on ne devient pas miraculeusement, lorsqu'on est élu, le représentant du bien commun. On continue de défendre des intérêts qui sont particuliers. Quand ces intérêts-là passent en force, avec de la violence, sont Ouais. financés par des organismes comme les firmes multinationales, comme un certain nombre de corps constitués qui sont extrêmement puissants, bien entendu, une partie croissante de l'opinion publique est non seulement victime, mais en rupture, en colère, et ensuite se tourne vers des méthodes de résistance qui peuvent être violentes. Pardonnez-moi, et dans ce cas, je le vous n'avez déplore. pas répondu à ma et non question. violente. Lorsque vous menez vos actions, et je vous donne la parole, c'est promis. Hein, Yann Nous essayons Galu. de créer un rapport de force Voilà, pour mais contraindre la un finalité, c'est le certain rapport de nombre force. Allez-y. un certain nombre d'élus et d'industriels dont les politiques sont néfastes, profondément néfastes, c'est-à-dire qu'on parle d'injustice, là, de gens qui sont Ouais. directement victimes de décisions politiques ou D'accord. économiques, eh bien nous essayons de les contraindre à s'asseoir à la table de la négociation pour faire des compromis. Et bien sûr qu'ils ne les auraient pas fait autrement. C'est clair. Yann Galu. Je peux entendre une partie du discours de, Ouais. de monsieur. Qu'est-ce que Il y a- vous il y a ne une pouvez partie pas que je n'entends- entendre, alors Il y a une partie que je n'entends pas La du tout. partie de c'est gauche, je laquelle l'entends. Non, il y a une partie que j'entends pas du tout, c'est vos critiques là sur, Ouais. sur la police, parce que moi qui suis à la commission des finances, j'étais à la commission des lois avec Monsieur Poisson il y a quelque temps encore, je n'accepte pas ces critiques-là. On est quand même dans un système où aujourd'hui il y a un Oui, état pour de droit, Ziad Bouna, il n'y a pas d'état où de on droit. peut- Pour où on peut Macomet, porter il n'y a pas de plainte, droit. on peut saisir la Oui, on justice, on peut avancer. Et contrairement à ce et que il ne vous se passe dites, rien. là, ce n'est pas vrai. Il y a des policiers qui sont sanctionnés Mutés. quand ils le méritent. Mutés, oui. Mais je trouve que là, vous exagérez sur ce point de vue-là. Parlez-moi d'un policier Bon, qui a été condamné parce je- qu'il avait tué en je- prison je me le vieux permets- monsieur je me qui a permets été tué de dans le- rétablir ce. Mais en c'est banlieue notre débat parisienne. notre Alors, débat on va n'est pas les laisser violences finir Yann policières. étouffé dans une cellule. Mais oui, mais vous trouvez Où toujours sont- un Où exemple. sont les que- condamnations judiciaires Vous de ces trouverez policiers? toujours un exemple. Moi, je veux qu'on recentre le débat. Monsieur, lisez le rapport Moi, d'Amnesty International sur l'état de notre police et du respect des droits de l'homme en France, En tout cas, de ce qui se passe dans les commissariats. Monsieur, je m'inscris en faux. Moi, On va le regarder ce rapport. je hein, vois le dans cas échéant là, sur Internet. je Yann m'occupe Galu, vous finissez. à l'Assemblée nationale de la police et je n'ai pas du tout cette vision-là que Bien vous sûr, décrivez. regardez les vidéos Alors, sur juste- YouTube de comment les policiers juste- traitent les migrants à Calais. Juste revenir au débat. Là où c'est intéressant, et ce sur quoi je peux vous rejoindre, c'est que nous, quand nous sommes élus, gouvernement comme majorité, ou simples députés, nous avons un agenda politique où nous mettons en œuvre des réformes qui peuvent être bonnes ou pas bonnes. Et il y a parfois, il y a souvent des sujets qui nous viennent de la société civile, qui nous viennent de certaines alertes, parce qu'il y a les désobéissants, puis il y a aussi les lanceurs d'alerte. On a parlé tout à l'heure du round 2, C'est pas des on a parlé- désobéissants, les lanceurs on a d'alerte. parlé. Alors, ça peut C'est- l'être justement. C'est peut-être Ça ça, peut- les mais nouveaux c'est une désobéissants. alerte. Ouais. C'est une alerte sur attention, il y a un dysfonctionnement. Attention, il y a une infraction qui est commise et nous, D'accord. nous pouvons intervenir. Moi, Ça, c'est simple pour la je vais vous société. donner par exemple un autre exemple Ouais. qui lui n'est pas complètement traité aujourd'hui. C'est l'affaire du Mediator, par exemple, où on a une personne, Irène Frachon, qui a lancé une alerte il y a maintenant plusieurs années et où les choses évoluent, de mon point de vue, pas assez rapidement. Donc, vous voyez, moi, je considère que les désobéissants peuvent, à un certain moment, être justement des lanceurs d'alerte qui nous obligent, nous, à bouger. Et c'est vrai que pour ça, il faut quoi? Il faut ce que vous dites. Il faut une pression médiatique, mais il faut aussi que les thématiques qui sont avancées soient partagées
par des élus, mais aussi par la population. Et c'est là que les élus que nous sommes disent, ah ben là, il y a une alerte, il y a quand même vraiment quelque chose qui ne va pas, et donc il va falloir que nous, législativement, on réagisse. Du coup, vous avez dû être choqué quand le gouvernement Hollande a tenté d'arrêter Edward Snowden, parce que s'il y a lanceur d'alerte et courageux, Alors, je suis pas sûr vous vous rappelez quand on a fouillé l'avion d'un président de la République en exercice, parce qu'on le soupçonnait de transporter Edward Snowden et de lui permettre de fuir dans un pays où il serait à l'abri. Je veux dire que les pressions sur la Grande-Bretagne pour libérer Julian Assange, on les attend toujours, et du gouvernement de gauche, et bon, on les attend pas vraiment d'un parti qui change de nom régulièrement quand il a trop de casseroles à son actif, trop de désobéissance. Même nous, monsieur, on peut être dans une majorité. Ce sont des désobéissants, incontestablement. Même dans une majorité, on peut être, nous, parfois, des désobéissants et parfois des lanceurs d'alerte. Ça doit être difficile. Après, on a des objectifs. Non, c'est pas une question de schizophrénie, c'est une question de. On revient à ce qu'on disait. Moi, à ce jour, je n'ai pas trouvé de meilleur système que celui qui est en place. Donc, on essaie d'améliorer le système. Parce que il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose un dernier extrait de ce documentaire. C'est Jean-Claude Lenoir, fondateur de l'association Salam à Calais. Quand je rentrais du travail entre midi et 2, je rencontrais des migrants. Et d'une façon tout à fait naturelle, ils s'abritaient près du garage où j'habitais. Et je les faisais rentrer, prendre une tasse de thé, sécher leurs vêtements, etc. Donc à l'époque, c'était le fameux délit de solidarité. Et au moment où je m'apprêtais à partir et à dire aux gars que j'allais travailler, les CRS se sont rués sur les 3 ou 4 migrants qui étaient venus boire une tasse de thé à la maison et les ont vraiment violentés. Donc je suis intervenu parce que je trouvais ça scandaleux. Et alors ils m'ont emmené au commissariat, direct par les rues, menotté, etc. Enfin un scandale. Et ça m'a vraiment outré. Oui, Jean-Claude Lenoir, il est chrétien, il a vécu ça à sa manière finalement, il a pris les choses en main. Il a voilà, son âme et conscience, c'est comme ça qu'on le comprend en tout cas. Ça vous... Il y a quelle réaction de votre côté, Jean-Frédéric? Là, c'est bien un désobéissant qui parle ou c'est un homme, tout simplement, qui en son âme et conscience s'est dit je peux pas laisser faire. Quoi. Je pense que en tant que chrétien en l'occurrence. Je pense que c'est un homme, même s'il l'avait fait pas en tant que chrétien, ça n'enlève rien à la. Mais c'est comme ça qu'il justifie aussi ce qu'il a fait. C'est ce qui est son droit. Non, moi je comprends qu'on soit ému et bouleversé par des situations graves comme celle-là, au point de considérer que puisque personne ne s'en occupe, eh bien on prend ça en charge parce qu'il y a une forme de devoir d'humanité qui doit tout surpasser d'une certaine façon. Maintenant, il faut trouver le moyen de concilier ça d'un côté avec les exigences de l'état de droit de l'autre côté. Ça veut dire qu'au moment où on fait ça, on doit être conscient du fait qu'on prend un risque à l'égard de l'ordre établi par la loi. Alors il est ce qu'il est, il est peut-être capitaliste international, c'est votre vocabulaire. Non, la loi de 45 sur la réquisition des logements vides. Je vais terminer si vous voulez bien. On a très peu de temps, je suis désolé. On a parfaitement le droit, la possibilité de le faire, mais on en assume la conséquence. D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec mon collègue Bamer quand il procède à ce mariage célèbre dans sa mairie, mais je comprends et j'accepte l'idée, et elle me rassure d'une certaine manière sur le plan institutionnel, qu'il en tire toutes les conséquences et il est poursuivi et puni comme ça doit être. Donc d'une certaine manière, l'équilibre entre les deux doit être maintenu. S'il n'y avait pas eu des Jean-Claude Lenoir, on n'aurait pas aboli le délit de solidarité. Alors il y a eu aussi ce fameux film Welcome en 2009. Voilà, il y a une conjonction de solidarité, il n'y aurait pas eu de Jean-Claude Lenoir parce que malheureusement, il a été poursuivi par rapport à un texte qui permettait tout simplement de le poursuivre, de le mettre en examen, de le faire condamner. Il y a eu des condamnations pour cela. Moi, je crois que une des choses que cette majorité a fait de bien, c'est justement une traduction de cette désobéissance, une traduction législative. Tout à fait. Donc on a supprimé le délit de solidarité, mais on a fait très attention. J'ai eu la chance et l'honneur d'être le rapporteur. C'est vrai. Mais on a fait très attention de ne pas supprimer le combat qui permettait de lutter contre les filières clandestines, et les mafias, parce qu'il y a des gens formidables à Calais. On peut le dire, on le voit tous les jours. Et je peux vous dire, je les ai reçus, moi, à l'Assemblée nationale pour préparer mon texte de loi. C'est des gens qui sont portés par un humanisme qu'on voit dans ce reportage-là. Et puis, à côté de ça, rien à voir avec eux, bien entendu, mais il y a des filières mafieuses et il fallait quand même continuer à pouvoir poursuivre légalement ces filières mafieuses et faire la différence entre ces gens qui sont dans un humanisme absolu et les autres qui font ça pour de l'argent. Xavier Renou, vous avez 30 secondes et Anne Levade, on va lui laisser la conclusion. J'inviterai les élus à obéir à la loi de 1945 sur la réquisition des logements vides.
En cas d'urgence sociale, le maire peut le faire, le préfet peut le faire. Ils ne l'ont jamais fait depuis 1945. J'invite les élus également à obéir à la loi sur l'hospitalité, sur le respect de la personne humaine, le maintien des familles et à accueillir les migrants très largement dans les 2 millions de logements vides que nous avons en France, etc., etc. La réalité et des centaines de Vous milliers les de avez mètres invités, carrés de on bureaux verra ce que vides seront également. leurs C'est ça la réactions. logique de la spéculation. Merci Xavier Renou. Il faut Anne Levan, pour désobéir, une il est conclusion urgent très de rapide. désobéir. Une conclusion, il y a tellement de choses à Ouais. dire sur, Venez sur avec ce 20 secondes, sujet-là. Anne Levan. C'est très compliqué. Ouais. Moi ce qui m'intéressait dans la toute première question que vous avez Ouais. posée, c'était aussi la question de la filiation Ouais, et ouais. Martin Luther King, Gandhi, Bien etc. sûr. Je crois que il faut faire attention. La question de la désobéissance civile, ou d'ailleurs de ce que dans la Déclaration des droits de l'homme on appelle le droit de résistance à l'oppression, qui est la version maximale, j'allais Ouais. dire, du principe. C'est évidemment un principe noble, évidemment un droit inviolable et sacré de l'homme. Je pense qu'après, il ne faut pas toujours confondre toutes les oppositions et mettre sur le même plan toutes les réactions à toutes les situations pour en faire effectivement des héros, puisque c'est le thème de ce que vous disiez. Il y a des héros, mais il y a des hors-la-loi. Merci, grand merci vraiment à tous les quatre Merci. d'avoir participé à ce droit de suite où nous souhaitions nous faire un avis sur ceux et celles qui choisissent donc délibérément la désobéissance civile pour faire triompher leurs idées. Rendez-vous pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. Ce sera cette fois sur un tout autre sujet. Bonne soirée et à très bientôt.